Je souhaite la bienvenue à tous et à toutes d'avoir voulu répondre à notre invite pour ce point de presse qui, comme elle l'a annoncé, porte essentiellement sur l'actualité judiciaire dans le ressort de la Cour d'appel de Dakar. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que cette actualité judiciaire est en transversale, parce que concernant le ressort du tribunal de grande instance de Dakar, dont le procureur de la République, à ma droite, M. Abdou Karim Diop, est l'animateur, concernant aussi le ressort du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, dont le procureur de la République ici présent, Amadou Seydi, est à ma gauche, on a estimé qu'il aurait été plus judicieux de faire porter la parole à la personne du procureur général que je suis pour traiter et vous renseigner sur des questions transversales qui, à bien des égards, dépassent les ressorts respectifs des deux procureurs de la République. Comme l'a précisé Binta, il va sans dire que c'est un point de presse, parce que vous l'aurez constaté qu'habituellement, ce sont les procureurs généraux de ressort qui portent la parole de la justice. Mais les questions à évoquer ayant une nature transversale, il nous a semblé plus pertinent que le procureur général du ressort de la Cour d'appel de Dakar puisse porter la parole. Et à cet exercice, j'aimerais bien vous présenter mes collaborateurs au parquet général, en la personne de Mme Fatou Mandiaï, qui est premier avocat général de la Cour d'appel de Dakar, et donc de M. Youssoufa Diallo, qui est deuxième avocat général de la Cour d'appel de Dakar. Cela étant dit, ce point de presse répond à une tradition judiciaire, pour ne pas dire républicaine, qui procède de l'impératif de la justice dont on dit la grande silencieuse, qui par moment, et à certains moments de la vie de notre nation, doit sortir pour communiquer, distiller l'information à l'attention du peuple sénégalais, au nom duquel la justice est rendue. Et vous conviendrez avec nous que l'actualité judiciaire du moment charrie beaucoup de commentaires et le besoin d'informer est aujourd'hui plus pressant que jamais. Toutes choses qui sont le prétexte de ce point de presse qui sera articulé autour de 5 points. Le premier point est relatif au rapport de la Cour des comptes relativement à la gestion de la Covid. Le deuxième point est relatif à l'affaire, si on peut parler d'affaire, qui concernait le docteur Babacar Niang, propriétaire de la clinique Souvent. Le troisième point serait relatif à ce qu'il conviendrait d'appeler l'affaire de la tentative d'assassinat sur le sieur Ousmane Sonko. Le quatrième point renseignera sur la découverte de certaines organisations à caractère subversif, communément appelées, qui se sont appelées d'ailleurs le commando. Et le cinquième point portera sur les arrestations qui ont été opérées ces derniers jours. Alors, sur le premier point, il est bon de préciser que, à la publication du rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion des fonds qui ont été alloués pour la lutte contre la pandémie, communément appelé rapport Covid, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Dakar, a saisi les unités d'enquête suivantes, soit transmis numéro 955, Père Dakar, en date du 7 février 2023. Donc précisément, 1 mois et demi. Et donc, dans la suite à ce soit transmis les unités d'enquête, notamment la division des investigations criminelles, a été instruit de mener des enquêtes et de rendre compte étape par étape de l'évolution de ces enquêtes. Et depuis lors, il n'a pas été communiqué sur ces enquêtes
il nous a semblé judicieux, au truchement de ce point de presse, de faire l'état d'avancement des procédures qui ont été enclenchées à la suite de ce soit transmis sur instruction du procureur de la République. Et c'est sous ce rapport que la division des investigations criminelles, donnant suite aux instructions du procureur de la République, transmet chaque semaine un compte rendu d'étape pour renseigner l'autorité sur les diligences déjà effectuées, les diligences à effectuer et recueillir des orientations. C'est par rapport à ça qu'un certain nombre d'actes d'enquête ont été menés relativement au ministère de la Jeunesse. Les derniers actes concernent l'audition de Samba Fall, directeur de Kipronet. Ensuite, Djibril Khan, directeur général de Ecoplast, a été entendu. Ladam Fatoussi, directrice de Septraf, a été entendue. Koudia Ndiaye, directrice de Keur Murtada, a été entendue. Mamadou Sen, directeur de la société Kausara Business Service aussi, a été entendu. Et toutes ces éditions ont été effectuées dans la semaine du 20 au 24 mars 2023. Tout ça pour vous dire que sous ce rapport, l'enquête suit son cours avec toute la diligence que requiert le sujet et l'importance dont les plus hautes autorités lui accordent et le peuple sénégalais. Parce qu'il faut préciser que ça rentre dans le cadre de l'obligation de redevabilité. Par ailleurs aussi, le ministère de la Communication étant cité, des actes d'enquête toujours cette semaine ont été posés par les enquêteurs en ce qui concerne tour à tour l'audition de Abdou Aziz Mbaye, l'audition de Mariam Ba, qui ont renseigné énormément sur les faits, objets des soupçons qui pesaient. Et même l'audition de la dame Mariam Ba, qui a précisé d'ailleurs qu'elle était en charge du sous-secteur des arts visuels dans le cadre du fonds FOSS Covid-19. Troisièmement, c'est le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises, où des responsables de sociétés attributaires de marché ont été aussi entendus tour à tour, n'est-ce pas, monsieur le procureur? Bien sûr. Le sieur Alassane Diko, le responsable de la société Adigraph. On a aussi Cheikh Tidiane Gaye, qui a été entendu, et Cheikh Tidiane Cham. Vous conviendrez avec moi que toutes ces auditions rentrent dans le cadre de l'impératif de mettre la lumière sur l'utilisation qui a été faite de ces fonds qui ont été alloués et qui est communément appelé fonds force Covid-19. Quatrièmement, vous avez le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant, où les investigations ont permis d'entendre Mme Fatou Bintouba qui est commerçante, M. Oumarka qui est employé de commerce, le sieur Djibi Diakhaté, interrogé aussi, toujours dans le cadre des auditions, s'agissant du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. L'enquête a amené à attendre certains fournisseurs ou prestataires de services pour ce ministère dans le cadre de ces fonds, notamment le sieur Hachem Vayam, le sieur Hachem aussi, et in fine, selon toujours ce rapport, il a été procédé à l'audition du sieur Mamadou Ngomnian pour le compte des fonds qui ont été destinés au ministère des Sports. Toujours dans ce cadre, s'agissant du ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises aussi, Mme Suzanne Lo, DAGE du ministère du Commerce des petites et moyennes entreprises, a été entendue. Et je vous plaide de préciser que toutes ces diligences ont été effectuées dans la semaine du 20 au 27 mars 2023. Tout ça pour dire au total que la justice n'a pas trop communiqué sur les enquêtes ouvertes
à la suite du rapport de la Cour des comptes, mais soyez assurés qu'un travail d'enquête et d'investigation très poussé est en train d'être mené par les enquêteurs qui sont saisis de toute l'étendue du rapport pour enquêter, situer des responsabilités à l'intention des autorités de poursuite que sont le procureur de la République et le tribunal de grande instance de Dakar, le procureur de la République et le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, et tout ça sous l'autorité du parquet général que j'ai la charge de représenter. Il m'a semblé utile de vous faire un point sur les enquêtes par rapport à ce rapport, et cela concernerait le premier point de notre point de presse. Deuxième point de notre point de presse, l'affaire qui est communément appelée l'affaire Dr Niang. Dr Babacar Niang, pour le nommer. Il y a lieu de préciser que le 18 mars 2023, une plainte régulière a été formulée par le sieur Cheikh Tidiane Ly, représentant la famille de la victime feu Mamadou Ly, et M. Bamba Fall, maire de la commune de Médina. Cette plainte a été dirigée contre le docteur Babacar Niang, propriétaire et administrateur de la clinique Souma Assistance 6 à la cité Keur-Gorgui, et le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, médecin généraliste. Et dans cette plainte, il dénonçait des faits d'homicide involontaire sur la personne de la victime. Il dénonçait aussi des faits de non-assistance à personne à danger. Il dénonçait aussi les faits de mise en danger de la vie d'autrui suite au décès du sieur Mamadou Ly, qui est né le 21 mai 1989 et qui exerçait la profession d'agent municipal au niveau de la mairie de la Médina. Au reçu de cette plainte, pour des faits spécifiés dans le cadre de cette plainte, bien naturellement, une enquête a été ouverte pour situer des responsabilités. Et donc, dans le cadre de cette enquête, les représentants du plaignant, le plaignant a été entendu, notamment le sieur Cheikh Tidiane Ly, qui représentait la famille du défunt Mamadou Ly, le maire Bamba Fall lui-même, signataire de la plainte, en tant qu'employeur de l'agent municipal Mamadou Ly, ont été entendus. Et ils ressortissaient de leur enquête des faits susceptibles de constituer des présomptions graves et concordantes pouvant justifier la poursuite de l'enquête à l'encontre des personnes susnommées le docteur Babacar Niang et le sieur Cheikh Mbacké Medina Sey, médecin généraliste. Donc à la suite de ça, une enquête a été ouverte basée sur cette dénonciation sous forme de plainte régulière et contre personne dénommée, à savoir le docteur Babacar Niang, propriétaire de Souma Assistance, copropriétaire même je dirais parce qu'il a su avec son épouse, et le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, médecin généraliste. Les plaignants ont été entendus, des témoins ont été entendus. L'un des mis en cause a été entendu, le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, et l'impératif d'entendre le docteur Babacar Niang était justifié par les nécessités d'enquête. Parce qu'il faut le préciser, être mis en cause ne veut pas forcément dire être coupable. L'enquête a ceci, je dirais, d'impartial, parce que c'est le prétexte ou l'occasion de permettre aux mis en cause de donner sa version objet des faits dénoncés et d'avoir l'occasion, judiciairement,
dans le cadre d'une enquête régulière, de se disculper. Donc, vous noterez que ce n'est pas que systématiquement une personne fait l'objet d'une plainte qu'il est automatiquement coupable. Ce n'est pas que systématiquement une personne fait l'objet d'une plainte ou de poursuite d'audition dans le cadre d'une enquête préliminaire que la conséquence évidente en a tiré, c'est qu'il fait l'objet d'un traitement pour quelque motif que ce soit. Donc je disais tantôt que la plainte a été déposée le 18 mars. Les enquêteurs de la sûreté urbaine ont pris sur eux de convoquer le docteur Babacar Niang. Ce dernier a excipé de son absence du ressort de la Cour d'appel de Dakar pour solliciter que son audition soit différée le lendemain, 19, requête à laquelle les enquêteurs ont accédé. Le 19, convoqué à nouveau, le docteur Babacar Niang a laissé entendre qu'il était en déplacement dans le Fouta, particulièrement dans le village de Médina Ndiaye. Et invite lui a été encore fait de venir déférer à la convocation, eu égard aux nécessités d'enquête, parce que sa déposition demeure essentielle pour situer les responsabilités dans cette affaire. Le 19, le docteur Babacar Niang avait promis de déférer à la convocation des enquêteurs le même jour, parce que Fouta, Médina Ndiaye serait à 90 km ou 91 km après Saint-Louis. Le 19, le docteur Babacar Niang ne s'est toujours pas présenté. Toutes les personnes mises en cause ont été entendues, notamment le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey. Le 20, sur mon intervention, le procureur de la République a cru devoir lui décerner une convocation pour être entendu. 18, 19, 20, 3 jours de suite, le docteur Babacar Niang, étant dans le territoire national, n'a pas daigné déférer à la convocation ou à l'invitation que les enquêteurs lui ont fait. C'est sous ce rapport qu'à la date du 21 mars, instruction a été donnée par mes soins, avec l'accord du procureur de la République, à la sûreté urbaine, de décerner un avis de recherche et d'interpellation par la sûreté urbaine. L'avis a été décerné, la réquisition a été faite par la sûreté urbaine, visée par le procureur de la République et transmis à la Légion Nord. C'est ce qui a permis aux éléments de la brigade de recherche de la Légion Nord, donc Saint-Louis, d'aller l'interpeller à 91 km de Saint-Louis dans un village qui s'appelle Médina Ndiaye. Et c'est dans ces conditions, comme il a été déploré par ailleurs, que le docteur Niang a été mis en route pour son audition au niveau de la sûreté urbaine le lendemain 21-22, je pense aux environs de 11 h, parce qu'ils ont quitté au petit matin. Et tout ça, c'était pour renseigner l'opinion, comme quoi la justice demeure une exigence de tout état de droit. Et aucun citoyen, qui qu'il puisse être, de quelque bord qu'il se trouve, ne peut pas, pour quelque raison que ce soit, tenter de se soustraire à son action. Et donc, en tout état de droit, l'invite lui a été fait 2 ou 3 fois. L'attente a duré, eu égard à l'urgence que tout le monde connaît et que tout le monde partage, du 18 jusqu'au 22, il était impératif que les enquêteurs usent des moyens légaux que leur offre le Code de procédure pénale dans le cadre d'un état de droit pour le contraindre à venir déférer à leur convocation. C'est d'autant que, au niveau de sa clinique, les faits se sont passés. Et les faits se sont passés. On ne va pas revenir sur le déroulé de la prise en charge de la victime Mamadouli depuis le lieu des manifestations à bord de l'ambulance de Souma Assistance jusqu'à sa conduite à la clinique où ses parents se sont présentés et se sont acquittés. Une clinique privée où les soins sont payants.
et se sont acquittés de toutes les charges financières relativement à sa prise en charge. C'est ainsi qu'à sa conduite, il a été consulté, un diagnostic a été posé, d'où il résultait qu'il a reçu une pierre au niveau de l'arcade sourcilière qui a fini par atteindre le crâne et le cerveau. Et donc son pronostic vital était engagé. À la suite de ça, le mode de fonctionnement de la clinique Souma est de recourir à des sachants, des spécialistes, si toutefois le diagnostic d'un patient le justifiait. Ils ont indiqué à la famille de la victime qu'il était question qu'il soit évacué à l'hôpital principal séance tenante pour subir une intervention parce que son pronostic vital était engagé. L'autre alternative interne à la clinique a été qu'ils leur ont été conseillés de payer les honoraires et de faire appel à un sachant extérieur pour qu'il soit opéré dans les locaux de la clinique Souma. Et cela à 18 h. La famille s'est acquittée des honoraires inhérents à l'opération envisagée et depuis 18 h, la clinique a reçu d'autres patients qui apparemment ont été l'élément déclencheur de la négligence sur la victime Mamadouli. Mais en tout état de cause, l'enquête a pu établir que depuis son évacuation à la clinique, son pronostic vital était prononcé. De 18 h pour le moins, je dis bien pour le moins, parce que 18 h est l'heure à laquelle il avait fait le scanner et que l'éventualité de le référer à l'hôpital principal pour une intervention pour le sauver était une nécessité. Tout ce que je dis est renseigné sur le procès verbal régulier et sur les auditions à la base des constatations. Depuis 18 h jusqu'au lendemain à 17 h, Mamadouli était laissé en rade à la clinique. Il n'a été consulté par aucun médecin, il n'a été soulagé par aucun sage-femme, encore moins des aides-soignants. Se tordant de douleur, gémissant. Et c'est dans ces conditions que sa famille a exigé du corps médical que le patient leur soit restitué pour son évacuation à l'hôpital principal où il pourrait espérer lui sauver la vie. Et c'est donc sur forte insistance de sa famille que Mamadouli a été évacué à 17 h, 18 h le lendemain, soit à peu près de 24 h, en direction de l'hôpital principal où, arrivé, le corps médical n'a pu que constater son décès. Il est aujourd'hui douloureux de le dire, et bien regrettable d'ailleurs, que même arrivé à l'hôpital principal, le corps médical qui s'était chargé de l'évacuer avait oublié son dossier médical à la clinique Souma. Et donc, une urgence de premier ordre principale qui a été référée ne disposait pas de son dossier médical. Ce qui est absolument, pour dire le moins, incompréhensible. Et c'est à la faveur d'échanges par message WhatsApp, je dis bien, que son dossier médical, qui était oublié à la clinique Souma, est parvenu donc à l'hôpital principal. Voilà brièvement ramassé le résumé de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Dr Babacar Niang. Et c'est pour toutes ces raisons il n'a pas pu justifier de soins que sa structure aurait prodigués
à la victime Mamadouli, malgré qu'ils se sont acquittés de tous les honoraires liés à sa prise en charge. Le docteur Babagnan, vous me direz, il était à Médine Dialbé pendant ce moment. Comment peut-il avoir une quelconque responsabilité dans la mort de Mamadouli? Et ce qu'il faut savoir, c'est le mode de fonctionnement de la clinique. Toutes les décisions, je dis bien toutes les décisions en termes de priorité de prise en charge sont dictées par le docteur Babacar Niang qui en est l'administrateur. Et c'est donc au bénéfice de tout ça que des poursuites sont engagées et sous le respect des nécessités d'enquête, de la présomption d'innocence et du secret de l'enquête, je dirais, le secret de l'enquête et de l'instruction, je m'en tiens à ces considérations. Et c'est donc au bénéfice de tous ces éléments que le procureur de la République, sous l'autorité du procureur général, enfin le parquet de manière générale, dans son ensemble qui est indivisible, a estimé devoir engager des poursuites. Déjà une mesure de garde à vue a été prononcée à son encontre, et il a estimé devoir engager des poursuites contre le docteur Babacar Niang, le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, pour des faits d'homicide involontaire, de non-assistance à personne en danger, de mise en danger de la vie d'autrui, dont serait victime Mamadouli. Il faut préciser à ce stade que la clinique Souma, étant une SARL, Société à responsabilité limitée, dont, avec deux associés que sont le docteur Babacar Niang et son épouse Madame Saïda Berthe, donc cette clinique Souma, en tant que structure privée, est installée dans les poursuites. Et le dossier fera l'objet d'une information judiciaire dont le traitement, à partir de ce moment, relèvera de la compétence d'un juge d'instruction qui sera incessamment saisi. Alors, sur ce dossier, voilà les éléments d'éclaircissement ou d'information que je voulais porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale. Cela étant dit, le parquet poursuit sur la base de présomptions graves et concordantes. Il restera au juge d'instruction en toute indépendance et dans la limite de toutes les prérogatives en matière d'instruction que lui offre le Code de procédure pénale, l'article 71 du Code de procédure pénale, les juges d'instruction prennent tous les actes qu'ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité dans le sens d'une instruction à charge et à décharge de nous éclairer sur cette affaire. Et cela m'amènerait à passer au troisième point de notre ordre du jour, qui est ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire tentative d'assassinat du sieur Ousmane Sonko, ou sur le sieur. Donc, à la faveur des événements du 16 février, du 16 mars 2023, il a été relayé par beaucoup de médias de la place et sur les médias en ligne que le sieur Ousmane Sonko, citoyen sénégalais, aurait été victime d'une tentative d'assassinat. En d'autres termes, que des personnes non identifiées auraient tenté de porter atteinte à son intégrité physique. D'assassinat plutôt que de tentative de meurtre, parce que le meurtre peut être un homicide volontaire, un homicide involontaire. Par contre, l'assassinat procède
d'une préparation, d'un plan et d'un stratagème préalablement mûri, réfléchi et exécuté froidement. Et donc vous comprendrez que, compte tenu de la gravité des faits dénoncés, en toute responsabilité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance aux places de Dakar s'est autosaisi et a instruit les enquêteurs de la sûreté urbaine d'ouvrir une enquête exhaustive et approfondie sur cette tentative d'assassinat qui aurait été relayée et dont l'opinion dans son ensemble s'émeut, d'autant plus qu'il porterait sur aux Sénégalais, citoyens sénégalais du nom de Ousmane Sonko. Et c'est ainsi qu'une enquête a été ouverte, confiée par le procureur de la République à la sûreté urbaine. Et l'enquête a permis naturellement aux enquêteurs de se saisir, d'identifier toute personne, saisir tous objets et perquisitionner tout lieu, bref, au total, poser tout acte d'enquête prompt à renseigner l'autorité sur cette tentative d'assassinat dont serait victime le sieur Ousmane Sonko. Et c'est ainsi que, sans tarder, ils ont exploité une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, en fait sur les supports de médias en ligne, et vidéo sur laquelle il a été aperçu une personne qui porterait un capuchon avec un sac à dos aux couleurs qui pourraient être prêtées à confusion avec l'accoutrement ou l'uniforme de nos forces de défense et de sécurité. La vidéo exploitée, la personne ciblée dans cette vidéo a été identifiée et répondue au nom de Yargassi. Des recherches entreprises pour le localiser ont permis de se rendre compte que ce Yargassi a été déjà extrait, poursuivi et placé sous mandat de dépôt et qu'il est donc en détention à la maison d'arrêt de Rebeuss. Et c'est sur ce sang désemparé, les enquêteurs de la sûreté urbaine ont procédé à son extraction et à son audition. Il est résulté, sous le respect de la présomption d'innocence toujours, les droits de la défense sont sacrés chez nous, et sous le respect du secret de l'instruction, vous comprendrez que je ne peux pas donner tous les détails de l'enquête, au risque de paraître comme un procureur général qui délivre un réquisitoire à charge. Donc l'enquête a permis d'identifier la personne en cause qui répondait au nom de Yargassi et qui serait domicilié à Mbour et qui serait un employé d'une sécurité et dans la sûreté aéroportuaire. Et de son audition, il est ressorti que le jour des manifestations, pour des raisons professionnelles. C'est après ça qu'il a suivi les manifestations, d'où, d'après de venir participer à la manifestation. Il les a rejoints, ce sont ses déclarations toujours,
au rond-point Stèle Mermoz, donc l'ayant à portée de main. Et c'est donc sous ce rapport que dans leur pratique, pour se protéger contre, ils ont l'habitude de se prémunir de bouteilles de vinaigre qu'ils ont tendance à asperger dans des mouchoirs ou en tout cas du tissu pour un tout petit peu amoindrir les effets de la fumée qui proviendrait des grenades lacrymogènes. Et c'est sous ce rapport qu'en plein dans les manifestations, une personne dont il n'a pas pu donner l'identité lui a mis, d'après ses déclarations, du vinaigre sur son écharpe verte, jaune, rouge. Mais c'est le lieu de le préciser, jusqu'à présent, il n'a pas été capable, dans la foulée des manifestations, de décliner l'identité de cette personne qui, de toute vraisemblance, le connaît très bien et il ne s'en est pas rappelé. En tout cas, ils se connaissent très bien parce qu'ils étaient tous dans la garde immédiate. Et donc, ce camarade de parti, comme il l'appelle, lui a aspergé du vinaigre sur son écharpe et en a même aspergé à une dame et qui s'appellerait Maïmouna Bousso pour aider toujours cette dernière à se prémunir contre les effets des gaz lacrymogènes. Et donc, un moment, d'après ses déclarations, il a vu, pour le répéter, mon leader, M. Ousmane Sonko, les yeux larmoyants. C'est à cet instant que, pour voler à son secours, il lui a donné l'écharpe main à main et au vu de sa sécurité, M. Sonko s'est saisi de l'écharpe et s'est engouffré et retourné dans sa voiture et s'en est servi pour éviter un tout petit peu donc les effets de la fumée des grenades lacrymogènes. Donc c'est ce qui est ressorti de l'audition du Sir Yal Kassi, je le précise bien, d'après ses déclarations, qui ont été unilatérales. Ensuite, toujours dans le cadre de la progression de l'enquête, une réquisition a été adressée au laboratoire Bio24 où des prélèvements auraient été demandés sur la nature du produit qui aurait été versé sur cette écharpe et dont l'utilisation par le sieur Ousmane Sonko aurait altéré sa santé. Toujours dans le cadre de l'affaire de la tentative d'assassinat, je le précise. Et donc, à Bio24, résultat négatif, aucun tissu, aucune pièce contenant un quelconque liquide ne leur a été produite en vue de prélèvement pour identifier la nature du produit contenu dans ce liquide. Après ça, on s'est dit, ben écoute, l'enquête s'est intéressée au corps médical qui a eu à examiner le sieur Ousmane Sonko. Et c'est sous ce rapport que le docteur Cissé, rappelons-le, c'est le médecin qui a eu à procéder à l'évacuation du sieur Ousmane Sonko de son domicile à la clinique et qui serait un médecin membre de la commission médicale du parti PASTEF. Ce docteur Cissé a été évacué, a été interrogé, entendu sur des pathologies du sieur Ousmane Sonko et il a été formel en disant que son intervention s'est juste limitée à sa demande à prendre le sieur Ousmane Sonko de son domicile à la clinique Souma et sur instruction du docteur Niang
de l'installer à la suite qui est au deuxième étage. Quid des pathologies dont souffrirait le sieur Ousmane Sonko? Le docteur Cissé, qui a été le premier à être en contact avec le sieur Ousmane Sonko, a été péremptoire en disant qu'il n'a pris aucun acte médical sur le sieur Ousmane Sonko. Est-ce que vous lui avez prescrit un traitement? Je n'ai pris aucun acte médical, ni en termes de consultation, ni en termes d'analyse, encore moins en termes de traitement. Et donc, c'est toujours dans ce cadre que le docteur Diallo, toujours membre de Souma Assistance, a été entendu, et lui aussi, négatif, il a laissé entendre qu'il n'a posé aucun acte médical sur la personne de Ousmane Sonko. Puis de son évacuation, il a été effectivement évacué à la clinique Souma à la suite qui est au deuxième étage, mais aucun acte médical en termes de prescription ou de traitement n'a été prodigué à Ousmane Sonko. Et il nous a précisé qu'il aurait été préférable de vous adresser au docteur Niang, qui lui-même, depuis Médina Ndiadbé où il se trouvait, rappelons-le, gère personnellement le patient Ousmane Sonko et défend à tout autre sachant de rentrer dans la suite où le sieur Ousmane Sonko a été hospitalisé. Docteur Cissé l'a réitéré, je ne peux poser aucun acte médical parce que je n'avais pas accès aux patients sur instruction du docteur Niang. Docteur aussi Diallo l'a précisé, je ne peux poser aucun acte médical parce que je n'avais pas accès à la clinique où était hospitalisé le sieur Ousmane Sonko sur instruction du docteur Niang. Et sur ce coup, l'enquête s'est orientée vers docteur Aminata Françoise Bangola, qui était de permanence le jour de l'arrivée de Ousmane Sonko à la clinique. Même réponse. Déjà, docteur Bangola n'est pas habilité à exercer parce qu'elle n'est pas inscrite à l'ordre des médecins, quoiqu'elle a soutenu sa thèse. Alors, et quoiqu'elle a soutenu sa thèse, et interrogée sur son inscription sur le tableau de l'ordre des médecins, elle a précisé qu'elle n'était pas inscrite à l'ordre sur le tableau de l'ordre des médecins, donc passible de poursuite pour exercice illégal de la médecine. Et là, M. le procureur de la République, fort opportunément, vient de m'apprendre que l'ordre des médecins a inscrit le docteur Aminata Françoise Bangola sur le tableau de l'ordre au titre de l'année 2023. Et lui leur a demandé le numéro d'inscription. On vient ensemble de tomber sur l'information. Mais il est clair, avéré et constant qu'au moment où l'enquête a été dirigée, ce docteur Aminata Françoise Bangola n'était pas inscrit sur le tableau de l'ordre des médecins. Donc vous constatez avec moi qu'on vient d'apprendre l'information et on l'appréciera. Et tous ces médecins, même le docteur Niang, était unanime à nous dire qu'on ne pouvait pas l'approcher parce que le patient Ousmane Sonko était suivi par un groupe de spécialistes. Et donc, en toute opinion de notre traité, l'enquête s'est orientée vers Madame Mam Awandoy, qui est docteur et qui est membre de la commission médicale du parti dit PASTEF, qui serait passée à 2 reprises à la clinique pour voir le patient Ousmane Sonko. Et cette dernière entendue nous a laissé entendre plutôt, qu'elle est certes médecin, qu'elle est certes inscrite sur le tableau de l'ordre des médecins, qu'elle est certes membre de la commission médicale du parti PASTEF,
mais elle n'a posé aucun acte médical sur le patient Ousmane Sonko. Tout au plus, en fonction des situations, elle s'avère à prêter main forte sur les éventuels blessés et même les éventuels malades qui seraient leurs militants, et son office se résume comme tel. Interrogée sur les raisons de sa présence à la clinique, elle a déclaré « Je suis venu voir Ousmane Sonko, pas en tant que médecin traitant, mais en tant que membre du parti PASTEF. Et mon statut de médecin a permis de me faciliter l'accès à sa suite au deuxième étage pour le consulter. » Et donc, sous ce rapport, l'enquête a évolué pour identifier enfin les spécialistes qui, sur le plan du traitement médical, prenaient en charge Ousmane Sonko. Et c'est ainsi qu'on en a identifié le docteur Boulos, le docteur Cissé, dont j'ai fait référence tout à l'heure, le docteur Boulos, le docteur Cissé et le docteur Ngom. Entendu sur ces prestations sur le patient Ousmane Sonko, le docteur Ngom, médecin généraliste, spécialisé en ophtalmologie et maladies tropicales, a déclaré avoir successivement 4 fois de suite examiné le sieur Ousmane Sonko les 16, 17, 18 mars et un autre jour qu'il ne serait précisé. Médecin ophtalmologiste et spécialiste des maladies tropicales. À la question de savoir de quelle pathologie souffrirait Ousmane Sonko, parce qu'on est en train de mener une enquête pour des faits tentatives d'assassinat, le docteur Ngom nous oppose que le secret médical ne lui permet pas de nous dire de quoi souffrait le sieur Ousmane Sonko. À la question de savoir quelle prescription vous lui avez prodiguée par rapport à cette pathologie, le docteur Ngom opposa aux enquêteurs une nette catégorie pour leur dire « Le secret médical me défend de vous dire la prescription dont il a eu droit au nom du serment d'Hippocrate. » Toujours sous ce rapport, invité à offrir sa collaboration et de leur préciser l'état de santé global du sieur Ousmane Sonko en relation avec les faits objets de l'enquête, à savoir une tentative d'assassinat, le docteur Ngom leur a dit aux enquêteurs, écoutez, c'est tout ce que j'ai à déclarer, je n'ai aucun renseignement à la limite à vous donner. À la question de savoir si est-ce qu'un certificat médical lui a été délivré et le cas échéant, pour quelle pathologie, le docteur Ngom a renseigné aux enquêteurs qu'il ne saurait répondre à cette question parce que le certificat médical est délivré à la demande du patient et c'est à lui seul qui est censé en connaître le contenu. Il faut toujours préciser que on est dans le cadre d'une enquête sur des faits d'un tentative d'assassinat dont serait victime le sieur Ousmane Sonko et dont des rumeurs persistantes et insistantes ont fait état à ce que du liquide lui aurait été versé, préjudiciable à sa santé, ou un produit lui a été administré par voie nasale. Et donc, là aussi, c'était le blocus total. Parmi ces spécialistes, on peut aussi citer le docteur Boulos. Docteur Boulos, qui a affirmé faire partie plutôt des spécialistes qui ont ausculté le sieur Ousmane Sonko. Il est généraliste, médecin généraliste et diplômé spécialisé en échographie.
Et sa spécialité, c'est le suivi de grossesse, de prostate, de problèmes cardiaques et de problèmes de foie. Lui entendu a déclaré que à la date du 21 mars 2023 à 20h30, à la demande du docteur Cissé, il est venu consulter le sieur Ousmane Sonko et déclare être le médecin personnel de ce dernier depuis 2009. Et au-delà du sieur Ousmane Sonko d'ailleurs, il a renseigné qu'il est le médecin de famille pour avoir prodigué des soins de temps en temps à la maman de ce dernier. De quoi souffre Ousmane Sonko? Le docteur Boulos nous dit, secret médical, le secret médical lui défend de révéler les pathologies qu'il a relevées sur le patient. Est-ce qu'un traitement lui a été prodigué? Le docteur Boulos aussi nous renseigne que la nature du traitement médical prodigué à son patient relève du secret médical. Est-ce qu'un certificat médical lui a été prescrit? Le cas échéant, pour quelle pathologie? Et là, il nous renseigne qu'un certificat médical d'une incapacité totale temporaire de 10 jours a été prescrit au sieur Ousmane Sonko à la date du 21 mars 2023, jour de la consultation, et à sa demande. Quelle pathologie, quel motif d'incapacité avez-vous évoqué à la base de ce certificat médical? Aurait-il eu des problèmes de prostate? Aurait-il eu des problèmes cardiaques? Aurait-il eu des problèmes de foie? Le reste, c'est des questions d'échographie et de suivi de grossesse. Il a dit, je ne peux pas me renseigner, le secret médical me le défend. Et donc, voilà un tout petit peu ce que l'enquête a pu tirer de l'audition des 3 médecins, Dr Boulos, Dr Ngom, Dr Cissé sur le patient Ousmane Sonko, Dr Ngom étant ophtalmologue, Dr Boulos étant échographe et le Dr Cissé étant médecin généraliste. Donc devant ce blocus pour nous renseigner sur l'état de santé de ce présumé victime de tentative d'assassinat, la clinique a été invitée à nous renseigner sur son dossier médical. Et c'est sous ce rapport qu'après moult altermoiements et conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale, une perquisition a été effectuée par les enquêteurs de la sûreté urbaine dans les locaux de Souma Assistance, et laquelle perquisition a permis aux enquêteurs de se saisir ou de prendre connaissance, dans les limites du secret, du dossier médical du sieur Ousmane Sonko. Et ce dossier médical porte le numéro 2395 et qu'il mentionne que le sieur Ousmane Sonko est entré à la clinique le 16 mars 2023 et en est sorti le 21 mars 2023. Espérant pouvoir exploiter des éléments pertinents sur son dossier médical relativement à des blessures, relativement à un coma, en tout cas relativement à toute pathologie ou tout signe pouvant renseigner sur les faits de tentative d'assassinat objet de la procédure. Le dossier médical fait référence à de l'asthme. Le dossier médical fait référence à... Voilà, il fait référence à de l'asthme. Et donc, sur l'intitulé, et dans ce dossier médical, il est à relever que le seul élément constitutif du dossier sur lequel les enquêteurs
s'était déporté pour se renseigner sur l'état de santé ou la condition physique du Sir Ousmane Sonko, parce que rappelons-le, l'idée était de savoir si effectivement Ousmane Sonko a été victime d'une tentative d'assassinat, soit par atteinte à son intégrité physique, soit par atteinte à son intégrité sanitaire. Et jusqu'à présent, malgré toutes les diligences effectuées par les enquêteurs, aucune réponse n'a pas été médicalement établie d'une quelconque pathologie dont souffrirait le Sir Ousmane Sonko, qui, rappelons-le, est entré en clinique le 16 mars et est sorti le 21 mars. Et donc je disais tantôt que son dossier médical compulsé par les enquêteurs recelait un seul élément de dossier, à savoir une facture numéro H23 bar 000185 du 21 mars 2023 portant son nom et sous l'enseigne sous mon assistance. Et sur cette facture, rassurez-vous, je ne viole pas le secret médical comme nous l'ont opposé les médecins. Il est mentionné désignation hôtellerie chambre catégorie CH1, prix unitaire 100 000 francs, quantité nombre de nuitées 6, prix total 600 000. Je vous lis, hein. Il est aussi mentionné actes médicaux et sous ce registre, nébulisation 10 000 francs. 10 000 francs, prix total. Il est aussi mentionné consultation ophtalmologique. Rappelons-nous que le docteur Ngom est un ophtalmologue. Consultation ophtalmologique 15 000 francs. 15 000 francs. Montant, prix total. Il est mentionné visite médicale de Dr Boulos, qui est un échographe. Visite médicale de Dr Boulos, 25 000 francs. Donc, prix total, 25 000 francs. J'espère que je ne me trompe pas. Je mets mes lunettes là. C'est ça? Effectivement. Alors, ensuite, il y a un rubrique qu'on a intitulé Unité mobile de soins. Et sur ce rubrique toujours, dont je ne comprends pas trop l'intitulé d'ailleurs, n'étant pas spécialiste de la médecine, 40 000 francs. Prix total 40 000 francs. Il y a un autre rubrique honoraire médecin, honoraire docteur Ngom, ophtalmologiste, 25 000 francs. Honoraire docteur Cham, pneumologue, 25 000 francs. Et la présente facture est arrêtée pour un montant total de 890 000 francs. Payé à Souma le 23 mars 2023, portant le nom de Ousmane Sonko. En exploitant le dossier médical de ce dernier, on avait espéré peut-être là-dedans trouver des indices faisant état d'administration de substances toxiques ou d'atteinte à son intégrité physique, mais comme vous le constatez devant nous, sur cette facture de 890 000, il y a 600 000 francs de frais de chambre, il y a au total 25 000 francs de frais de consultation et 50 000 francs d'honoraires payés aux médecins de Dr Ngom et de Dr Cham. Donc devant cet état de fait, la piste de la tentative d'assassinat n'a pas pu avoir du corps médical des éléments pertinents pouvant nous renseigner sur sa réalité ou pas. Et c'est sous ce rapport que l'enquête a permis d'avoir une constante. Et cette constante, je l'avais mentionné au début de mon propos, c'est qu'il est constant et factuel qu'une personne se nommant Yargassi a eu, sur le théâtre des manifestations, a donné au Sir Ousmane Sonko une écharpe
aux couleurs verte, jaune, rouge, contenant un liquide dont il dit que c'est du vinaigre. Manifestement, à l'exclusion de toute autre personne, s'il y a atteinte à son intégrité physique ou sanitaire, naturellement, c'est la seule piste que l'enquête a permis d'établir. Et c'est sous ce rapport que le sieur Yargassi, qui nous renseigne que le produit imbibé sur l'écharpe est du vinaigre, sans expertise médicale, sans expertise scientifique, donc ne rapportant pas la preuve de la nocivité, de la toxicité ou pas du produit imbibé dans le mouchoir, a été retenu dans les liens de la détention pour des faits présumés d'homicide involontaire, de tentative d'assassinat, d'administration de substances nuisibles à la santé, et donc il est en instance de déferment. Et là, c'est les éléments d'enquête que je voulais partager avec vous sur cette affaire de tentative d'assassinat, dans le respect de la présomption d'innocence, du secret de l'enquête et de l'instruction préparatoire à venir. Mais il est tout de même à souligner que Yargassi, d'après ces déclarations, qui ne sont pas encore confirmées par d'autres déclarations, d'après ces déclarations qui ne sont encore corroborées par aucun élément objectif du dossier, il se réclame militant du parti PASTEF et proche du sieur Ousmane Sonko. Et c'est pour toutes ces raisons qu'une information judiciaire va être ouverte. Il appartiendra au magistrat instructeur, en rapport avec tous les moyens d'investigation qu'il tient de la loi, de nous renseigner sur ces tentatives d'assassinat. Tel était donc ce que j'aurais souhaité partager avec l'opinion nationale et internationale sur ce qu'il a été convoqué, l'affaire de la tentative d'assassinat. Le quatrième point concerne ce qu'il est appelé l'affaire d'un groupe ou d'une organisation qui se fait lui-même ou elle-même appeler le commando. Le commando, nom que ses animateurs lui ont fait porter. Alors, cette affaire du commando, il est apparu dans la dynamique des investigations consécutives à l'organisation de manifestations publiques et dans l'impératif de la prise en charge sécuritaire du pays par les institutions dédiées, et ceci dans l'impératif de préserver la stabilité du pays, l'intégrité du territoire, l'intégrité des personnes et des biens et leur libre circulation. Il est apparu au cours d'investigations qu'il a été repéré une organisation qui se fait appeler Commando. Cette organisation qui se fait appeler Commando est une organisation structurée qui a son organisation, son mode de fonctionnement, ses cibles prioritaires et donc la finalité de leurs actions. Et cette organisation, communément appelée l'organisation Commando, il est résulté des enquêtes et des investigations
qu'il est animé par deux personnes principalement, notamment le sieur Mouramani Kaba Diakité, qui est né le 12-07-73 à Tambacounda, des feux cabinets Yahara Bayo, opérateur économique domicilié au 13 des Parcelles Assainies, et le sieur Cheikh Kébé. Le sieur Kaba est tenancier d'un hôtel qui s'appelle Les Ambassades, qui se trouve au stade des Parcelles, en face du stade des Parcelles Assainies. Et dans les investigations opérées, ce sieur Mouramani Kaba Diakité est le coordonnateur des activités subversives du groupe qui se fait appeler le groupe Commando. Des activités subversives allant à la confection d'agents explosifs, à la convection de fumigènes, à la convection de cocktails Molotov, et tout ça en rapport avec l'appui déterminant d'un nommé Famara Mané, alias Nyancho, qui est un ancien commando de l'armée sénégalaise. Vous remarquerez que je ne peux pas aller dans certains détails de cette procédure parce qu'il s'agit de faits mettant en jeu la stabilité du pays, l'intégrité de son territoire et la protection des biens et des personnes. Et ce que je partage avec vous, il est résulté des investigations qui ont été menées par les chevronnés enquêteurs et consignées sur procès-verbal régulier. Donc, le sujet semble porter un intérêt pour mériter, dans la limite du secret encore de l'instruction, dont je suis un militant farouche, qu'on le partage avec l'opinion nationale et internationale. Donc je disais que le sieur Mouramani Kaba Diakité est l'animateur, le coordonnateur des activités subversives du mouvement Commando. Et en cela, il s'occupait de la logistique, allant jusqu'à recruter et faire confectionner des outils et des instruments qui pourraient permettre, en cas de manifestation, d'annihiler, sinon de faire retarder les capacités d'intervention des forces de défense et de sécurité en dressant des herses sur leur passage. Si peut-être vous avez suivi, il y a peut-être un peu plus d'un an, en tout cas c'était après les événements de mars 2021, la presse a relayé l'arrestation de certaines personnes qui semblaient être a priori anodins, des menuisiers métalliques à hauteur des Parcelles Assainies, qui fabriquaient des herses. Et donc tout ça rentrait dans le cadre de stratégie pour disposer d'éléments pouvant, le cas échéant, en cas de forfait, annihiler ou plutôt retarder l'intervention des forces de l'ordre. Et ça, il le faisait en parfaite intelligence à la tête de ce groupe, avec un de ses lieutenants qui a été identifié au nom de Famara Mané, communément appelé Nyancho, qui est un ancien combattant de l'armée, et Cheikh Kébé. Cheikh Kébé, auxiliaire gendarme, ancien auxiliaire gendarme, et leur intention était carrément de mener des actes subversifs et d'installer le chaos. Et le process était de chercher à ériger des barricades par la convection de herses
Le process était de fabriquer des engins explosifs qu'ils pourraient utiliser à l'occasion de manifestations publiques. Et l'enquête a permis d'établir une connexion réelle entre ce groupe du commando et l'ancien groupe dont on avait parlé et qui sont actuellement l'objet d'action qu'on appelle force spéciale. Parce qu'il est révélé de l'audition de Famara Mané alias Niantio qu'une partie des explosifs ayant servi aux événements de mars 2021 a été gardée par ses soins. Et quand le sieur Mouramani Kaba a été interpellé, il s'était empressé d'aller les cacher dans le territoire, dans le département de Mbour. Et l'enquête a pu établir cela. Toujours au titre de cette organisation, il y a le nommé Djiba, qui travaille en parfaite intelligence avec Famara Mané alias Niantio, parce que ce Djiba est rompu dans la fabrication d'explosifs. Et d'ailleurs, il y a lieu de préciser que leur interpellation fait suite à leur filature depuis leur domicile respectif, qui est l'hôtel Les Ambassades de Kaba, où ils tenaient leurs réunions, certaines de leurs réunions au niveau du dernier étage de l'immeuble, dans un appartement. Les investigations aussi ont permis de savoir que certaines de leurs réunions, ils les tenaient sur les gradins du stade municipal de Guédiawaye. Les investigations aussi ont permis d'établir qu'à l'approche des événements du 16 mars, ils se sont déplacés vers Karang, c'est ça, non? Et Diaoubé, à la recherche d'armes de précision. Parce qu'ils étaient détenteurs d'une lunette de précision qui leur permettrait de cibler et d'atteindre des cibles très pointues. Mais cette lunette de précision va naturellement avec une arme, et l'idée était d'aller les chercher vers Diaoubé ou bien à Karang. L'enquête a permis de le suivre jusqu'à cela. Vous me dites quid de la lunette? Il l'aurait achetée, enfin, sa provenance aurait été identifiée au Burkina Faso. Et donc, c'est en pleine phase de préparation d'opération. Quelque part, vous aurez entendu qu'il a été évoqué des arrestations préventives, que le dilemme était là. Faut-il en arriver au 16 mars et constater les dégâts en les laissant faire, ou faut-il, à ce niveau de commencement d'exécution, procéder à leur interpellation pour préserver la sécurité des biens et des personnes? Vous conviendrez avec nous que la deuxième option reste une évidence. Et c'est dans ces conditions qu'ils ont été interpellés. Le sieur Mouramani Kaba en premier, le sieur Pape Famara Nukuma Mané alias Niantio en second. Et son comportement a été révélateur, parce que dès qu'il a été approché par les forces de défense et de sécurité, il s'est défaussé de ton téléphone qu'il aurait remis à son épouse Djiba. Parce que certainement, ayant certain que son téléphone compromettait des éléments compromettants en rapport avec l'entreprise d'insurrection. Et c'est donc ce qui a prévalu à leur interpellation. Plus tard, les investigations ont permis d'interpeller d'autres membres du groupe, notamment le sieur Sébastien Sagnan, qui est gérant de l'entreprise Sécurité Sinaï. Ce Keba Sagnan avait pour rôle de recruter des jeunes, de les préparer au maniement de certains agents explosifs et de les distiller
sur l'ensemble de la région de Dakar, sur les différents points de tension pour mener le chaos. Et c'est dans ces conditions que Yacouba Mané a été arrêté et ce dernier, son rôle dans l'organisation consistait à ce qu'ils appellent, il était chargé de la résistance parcellaire. Toujours cette enquête a permis aussi d'identifier, de suivre et d'arrêter une personne dénommée Laye Sonko. Laye Sonko, comme Sébastien Sagna, s'est chargé du recrutement des jeunes. Je disais tantôt au début de mon propos sur les commandos qu'il y avait deux branches. Une branche dirigée par Cheikh Kébé, enfin Kaba, Mouramani Kaba, Diakité, et une branche dirigée par Cheikh Kébé. Le sieur Cheikh Kébé, identifié, suivi, était le coordonnateur du groupe opérationnel. Le procès verbal le décrit comme l'homme qui est chargé de la préparation des agents explosifs, de leur stockage, de leur sécurisation et de leur remise aux membres du commando au jour dédié, c'est-à-dire au jour des manifestations publiques. Et le dessein de tout cela, c'est de poser des actions d'éclat pour installer à tout jamais la peur et le chaos, et leur terrain fertile, c'est les manifestations qui recèlent énormément de monde. C'est dans ces occasions qu'ils profitent pour utiliser ces engins et à l'effet d'installer le chaos. Et donc, toujours Cheikh Kébé, le coordonnateur du groupe opérationnel des manifestations, a des relayeurs qui sont des membres du commando, qui sont identifiés comme Ibrahima Biagui, Modou Sané, Mohamed Diatta. Ces derniers sont chargés d'infiltrer les manifestants avec ces engins explosifs et dans le dessein de s'attaquer aux biens publics. À titre d'exemple, entre les mains de Ibrahima Biagui, ce dernier est détenteur de 45 cocktails Molotov, d'une puissance qui peut en annihiler plusieurs. Et l'objectif, c'est de les utiliser pendant des événements du 16 février pour faire des actions d'éclat. L'action d'éclat, selon eux, se définit comme une action d'envergure, l'attaque d'un édifice public, ou bien même attenter à la vie, à l'intégrité physique de certaines personnes. Sur ce point, je vais en revenir tout à l'heure. Et donc, Ibrahima Biagui avait sous sa responsabilité 45 cocktails Molotov. Il a d'ailleurs travaillé en rapport avec Mamadou Sané, qui a eu à donner l'ordre à un certain Abdou Diakhaté d'aller transporter, lui amener 20 litres d'essence en vue des manifestations pour empêcher la tenue du procès de Ousmane Sonko. Et toujours dans le cadre de cette enquête sur les forces spéciales, sur le commando, il a été interpellé le sieur Pape Baba Diaw. Pape Baba Diaw, de même qu'Abdou Karim Bey. Pape Baba Diaw et Abdou Karim Bey ont été interpellés dans le département de Rufisque, où leur audition et l'exploitation de leur téléphone de marque Samsung Galaxy et Samsung Dios révèlent qu'ils sont les coordonnateurs et les planificateurs des actions subversives dans le département, en fournissant notamment à certains commandos des agents explosifs
Et l'enquête aussi a permis d'établir que ce sont eux qui leur indiquaient les cibles et leur donnaient le mot d'ordre en cas d'action. Ils ont été interpellés. Sous ce rapport toujours, à Rufisque, à Pikine-Guédiawaye, certaines personnes ont été interpellées, arrêtées, notamment M. Bilal Diatta, qui est le maire de Keur Massar Sud. Et ce M. Bilal Diatta avait pour rôle de financer certaines activités subversives à caractère politique. Et vous auriez certainement partagé et vu donc sur son compte Facebook, son compte Instagram, en fait sur tous ces supports en ligne, les publications dont il fait état, tuer des magistrats, tuer des membres du gouvernement, tuer des représentants des familles religieuses et j'en passe. Et donc, l'enquête a permis d'établir tout cela. Et c'est sous ce rapport d'ailleurs que différentes victimes de structures privées ou publiques entendues, notamment le directeur de Dakar Dendik qui a eu à évaluer son préjudice, le représentant d'Auchan, le représentant Total Énergie ont été entendus. Et c'est ce qui nous a amené à procéder au déferlement de 4 personnes que sont Mouramani Kabadiakite, Famara Nunkouma Mané, Pape Baba Diaw et Abdou Karim Bey. Ils ont été déférés parce que faisant membre ou animateurs ou coordonnateurs du groupe qu'on appelle Commando. 4 ont été interpellés sur 23 autres personnes. Donc au jour d'aujourd'hui, 19 personnes identifiées sont actuellement recherchées sur l'ensemble du territoire national et font partie du groupe Commando. J'ai là les noms, j'ai les numéros de téléphone, j'ai les derniers liens de localisation, mais il me semble au stade actuel de nos investigations ne pas en donner plus de détails pour ne pas gêner le travail de terrain de nos enquêteurs, sous réserve que mes collaborateurs puissent me indiquer une autre piste. Alors, après le déferment de ces 4 personnes pour des faits d'association de malfaiteurs terroristes, atteinte à la sûreté de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, destruction de biens publics et privés, incendies criminels, ils ont incendié des bus, des stations-service, vols, pillages, meurtres, fait prévu par les articles 112 à 84 et 279.1 à 7 du Code pénal. Une information judiciaire sera offerte par les soins du procureur de la République et du tribunal de grande instance de Dakar, territorialement compétent, afin que le juge d'instruction puisse, dans le cadre de la poursuite de ces investigations, nous renseigner davantage sur le modus operandi, l'objectif et le mode de fonctionnement de cette organisation. Mais d'ores et déjà, il me plaît de préciser qu'aujourd'hui, sur les objectifs, les cibles prioritaires dont je faisais état tout à l'heure, ils ont été clairs et sans équivoque. Les cibles prioritaires, c'est porter atteinte à l'intégrité physique, à la vie de certaines personnalités publiques dont la pudeur aujourd'hui m'interdit de les prononcer nommément. J'ai les listes, j'ai les noms, et ces personnalités publiques sont de la justice, ces personnalités publiques sont de l'appareil d'État, ces personnalités publiques sont des milieux maraboutiques, et ces personnalités publiques sont même du milieu de la presse. Et la finalité pour cette organisation, c'est d'atteindre
une personne ou des cibles connues à l'effet de faire peser la psychose sur les populations et en profiter pour mettre en place des conditions d'une insurrection. Et leur terreau, justement, dans leur monitoring, dans leur mode de fonctionnement, la seule manière de le faire est à travers le relais sur les réseaux sociaux d'inciter une partie de la population à former des rassemblements, et ces rassemblements seraient justement le prétexte et le terreau qui leur permettrait d'entrer en action. Voilà le modus operandi, pour ne pas en dire davantage. Et c'est donc fort de tout cela que l'État, la justice, sous la direction du procureur de la République, du tribunal de grande instance de Dakar et du procureur de la République du tribunal de grande instance de Mbour, de Pikine Guédiawaye, ici présent, ont procédé, j'enseigne avec le 5e point, à des arrestations. Des arrestations déjà qui visent les animateurs et les acteurs connus de ce groupe subversif qu'on appelle les commandos et qui sont en instance de déferment, d'autres recherchés. Et des arrestations aussi connues de certains de leurs relais sur l'espace public. Et c'est sous ce rapport que des arrestations ont été opérées. Arrestations déjà, fort heureusement, qui concernent les animateurs du commando, notamment le sieur Moura Manika Badiakité et le sieur Cheikh Kébé, qui anime le groupe opérationnel. Et ces arrestations se sont poursuivies sur l'ensemble du territoire national et ont concerné de près ou de près toute personne ayant un lien ou toute personne en tout cas ayant posé des actes de nature à faciliter la réalisation des desseins de cette organisation qu'ils appellent le commando. Beaucoup de personnes ont été arrêtées pour des délits divers, participation à des manifestations non autorisées, manœuvres insurrectionnelles, voilà, et atteinte à la sûreté de l'État sur le fondement des articles 80 et 139 du Code de procédure pénale. Et je vous le disais tantôt, le process était d'inciter à foule, en sachant que s'il y a foule, c'est le théâtre d'opération qui leur permettrait de faire usage de ces agents explosifs. Et donc, je le disais tantôt, c'est sous ce rapport que des enquêtes ont été commanditées sur le ressort de la Cour d'appel de Dakar, donc le ressort du tribunal de grande instance de Dakar et du tribunal de grande instance de Pikine Guédiawaye, et certaines personnes ont été interpellées. D'ailleurs, je me plais de peut-être revenir sous le régime de ces arrestations. Il y a l'interpellation en cours de déferlement d'éléments particulièrement subversifs. Ils sont actuellement entre les mains des enquêteurs. Il s'agit d'un nommé Mamadou Djemé. Mamadou Djemé, qui se réclame, d'après lui-même ses propres déclarations, membre du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC. Et ce Mamadou Djemé serait l'organisateur de toutes les manifestations violentes du parti PASTEF à Bignona. Et dans cette entreprise, il serait en lien avec d'autres individus qui sont recherchés dans le cadre d'un groupe, du groupe dit Commando PASTEF, de PASTEF, notamment des anciens militaires présumés, dont Sébastien, le gérant de l'entreprise Sinaï, dont j'ai fait référence tout à l'heure. Et aussi
l'arrestation de Goudiaby, communément appelé LPG, qui est un ancien membre du bataillon des parachutistes et qui aurait intégré le mouvement des forces démocratiques de la Casamance après son service militaire, MFDC. Mamadou Djémé est chargé de procéder à des recrutements d'anciens militaires pour mener ses opérations insurrectionnelles. Il habite le village de Sindia, proche de Bignona. Il a eu à organiser les manifestations du 14 et 16 mars à Bignona, mais il se camoufle dans la masse. Il se présente, Mamadou Djémé, comme le responsable des affaires mystiques de Ousmane Sonko. Il avait prévu, justement, de se rendre à Dakar dans le but de planifier avec son groupe des manifestations dans le cadre du procès du 30 mars où il compte impliquer des combattants du MFDC. Et c'est ce Mamadou Djémé et avec RPG qui ont été interpellés sur la VDN, voie de dégagement nord à Dakar, près du siège de Pastef. Quand ils ont été interrogés sur le procès verbal, ils ont déclaré, Mamadou Djémé, qu'il est né le 5-5-68 à Cafés Bignona, de Fallé et de Awasabe, se disant manœuvre de ministre à Dalifort, et il a déclaré n'avoir jamais organisé des manifestations. Mais ce qu'il y a lieu est n'avoir jamais été à Bignona. Mais l'exploitation de sa géolocalisation et de son téléphone en sa présence l'a convaincu de se rendre à l'évidence où il est établi qu'il était dans la zone des manifestations à Bignona. Et en ce moment seulement, il a lui-même fini par admettre son rôle dans le cadre de ces manifestations violentes. Il a également noté que la cible était souvent dans les zones de conflit des rebelles du MFDC, particulièrement à la frontière avec la Gambie. Notons toujours qu'il est membre du groupe Commando. Il est de la zone sud et est venu en renfort à Dakar dans la perspective des actes subversifs qui devraient être posés en vue du 30 mars. Lui-même a déclaré qu'il est en charge de la massification et de l'organisation de Pastef, Tengouri. Tengouri, c'est une localité qui se trouve dans la zone sud, je pense. Tout à fait. Ainsi, il dit, soutient-il, le jour de ces manifestations, il a quitté son village Tengouri vers 7 h pour se rendre à Bignona, où il est resté jusqu'à 18 h. Selon lui, cette manifestation avait été planifiée à travers le groupe WhatsApp appelé Pastef Tengouri, avec les nommés Youssouf, Khadi Sané, Idrissa Sagna, Aliou Badji, coordonnateur du Pastef à Tengouri. Alors, toutes choses qui font que l'exploitation des données contenues sur son téléphone portable a permis de le confondre, où il explique que les agents d'explosifs, les cocktails Molotov, il en est détenteur. Il reconnaît aussi sur ces manifestations, d'après les images qui ont été retrouvées sur son téléphone, il reconnaît être à l'origine de l'érection de barrages, sur l'origine de ces engins explosifs et des stratégies qu'il compte mettre en œuvre pour compromettre la sécurité publique. Le Mamadou Djémé a déclaré, sans convaincre, qu'il ne les retrouve plus. Et justement, je disais que l'exploitation des données contenues dans son téléphone portable a permis de recueillir des éléments compromettants en son enfant, notamment des cibles qu'ils avaient repérées pour probablement y mener des actions violentes. En effet, la liste des personnalités ciblées est composée de, je vous épargne de la lecture de ces noms, mais j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et des personnalités, comme je vous l'ai dit tantôt, qui visiblement sont du milieu judiciaire,
d'autres du milieu politique, pour ne pas dire gouvernemental, d'autres du milieu religieux et même du milieu de la presse. Il a été noté d'ailleurs que des vidéos relatives aux actes de vandalisme et d'incendie qui ont été vraisemblablement filmés par le groupe criminel auquel il appartient à l'issue des manifestations. D'après son interrogatoire, il a été arrêté et il est en instance d'être déféré pour des crimes d'atteinte à la sûreté de l'État et actes de manœuvre à compromettre la sécurité et la vie publique. Famara, le second c'est Famara Lunkuma Mané. J'ai fait référence de son implication dans l'organisation tantôt. Et je donc disais que c'est tous ces éléments qui ont amené les forces de défense et de sécurité et la justice à procéder à des arrestations pour assurer l'intégrité du territoire, l'inviolabilité de nos institutions et l'intégrité physique des citoyens sénégalais. Et donc, au titre de ces arrestations, les parquets ont eu une approche, je dirais, sélective, parce que certaines personnes ayant été arrêtées sur le théâtre des opérations, à qui on pourrait reprocher tout au moins, les infractions de participation à une manifestation autorisée. On en a vu des élèves et l'option a été que pour ces élèves, pour ne pas compromettre le bon suivi de leurs études, de les confier à leurs parents. Toujours dans le cadre de cette approche, on a pu relever qu'il y a des mineurs, toujours arrêtés sur le théâtre des opérations et parfois même qui témoignaient d'une dangerosité et d'un niveau d'implication assez prononcé sur les faits objets des poursuites. Il a été retenu que ces mineurs puissent être justiciables du tribunal pour enfants et en fonction des cas d'espèce, procéder à leur placement sous mandat de dépôt ou carrément le confier à leurs parents en attendant le jour de leur procès. Et aujourd'hui, il est notoire, il est remarquable de relever d'ailleurs que dans le ressort de Pikine-Guédiawaye, on a aucun mineur en détention. Et dans le ressort de Dakar, on en a 2 en détention qui sont en instance d'être jugés cette semaine-là. Toujours dans l'approche sélective, on a relevé aussi certains corps d'activités socio-professionnelles dont les parquets, dans un souci d'une distribution efficiente de la justice, ont estimé devoir en tenir compte. Sous ce rapport, vous n'êtes pas sans savoir que M. Wali Ngomdour, Wali Bodjan, qui est inspecteur des impôts et domaines, est membre de la garde rapprochée du Sir Ousmane Sonko, pour préserver son emploi là, pour préserver donc la poursuite de ses activités professionnelles, l'autorité de poursuite a estimé devoir l'inculper et de le soumettre au port du bracelet électronique. Idem aussi de certaines personnes dont la spécificité de leur situation socio-professionnelle l'exigeait en termes de préservation de leur activité professionnelle. Je peux nommer El Malik Ndiaye, qui a été arrêté effectivement pour incitation à l'insurrection. Je crois savoir d'ailleurs que toute cette affaire de tentative d'assassinat vient de ses propres déclarations. Et vous aurez constaté toute la peine que les services d'enquête ont eue à établir ce fait, a été poursuivi, je dirais, El Malik Ndiaye, et l'option a été de le soumettre au port du bracelet électronique. Cela étant dit, la procédure d'information judiciaire a été privilégiée par les organes de poursuite, et ce, sur la base principalement des articles 80 du Code pénal et 139 du Code de procédure pénale. Information judiciaire qui se justifie à suffisance, parce qu'aujourd'hui, on est face à une organisation qui a plusieurs démembrements, à la limite disséminés sur l'ensemble du territoire national, et dont tout le modus operandi n'est pas encore totalement cerné par nos forces de défense et de sécurité et nos services de poursuite.
Mais il est à retenir que fondamentalement, ces actes sont posés pour un souci majeur, c'est que dans le cadre d'un état de droit, la violence n'a pas de place. Dans le cadre d'un état démocratique, la violence n'a pas de place. Il y a toute forme d'expression, mais toute forme de violence devrait être bannie sous quelque forme que ce soit et de quelque bord que ce soit. Je voulais qu'on soit très clair sur ça. Et par rapport à ça, croyez-moi, le parquet général que j'ai la charge de diriger, en rapport avec les différents procureurs du ressort, entendront user de tous les moyens que leur offre la loi pour préserver l'intégrité des personnes et des biens. Et donc, c'est sous ce rapport que je voudrais, sous réserve que mes collaborateurs puissent avoir des mots de complément, inviter toute la population sénégalaise aujourd'hui que la justice est rendue, de garder leur sérénité et de savoir qu'on est en charge de responsabilités et nous entendons les assumer et les exercer parce que c'est là notre sacerdoce. C'est respecter la loi dans le cadre d'un état de droit et donner corps à l'intention du Sénégalais qui a été transcrit dans des lois par la représentation nationale. La mission du magistrat, c'est de dire le droit et de faire respecter la loi. Et aujourd'hui, tous les organes que la loi offre aux différents parquets, dans le cadre du rétablissement de l'état de droit, s'il y a lieu le cas échéant, on n'hésiterait pas du tout à en user. Et la finalité, c'est fondamental, c'est de garantir la quiétude et la paix publique. Parce qu'il n'y a que cette quiétude et cette paix publique qui puissent nous permettre aujourd'hui de nous retrouver dans cette salle dans le cadre de ce qu'on a convenu d'appeler le point de presse. Et c'est sur cette note, sauf meilleur avis de mes collaborateurs, que je voudrais vous remercier de votre présence, vous souhaiter au bon retour dans vos domiciles respectifs, tout en vous précisant, certainement vous avez des préoccupations particulières liées à la vie judiciaire, mais l'idée du point de presse aujourd'hui, c'était de vous distiller des informations par rapport à ces 5 points. Mais il reste entendu